Bonjour René Camus. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure des pros, tous les jours entre 9h et 10h. On aurait dû se méfier dans les années 30 quand Coca-Cola a inventé l'imagerie moderne du Père Noël, costume rouge et barbe blanche. Jusqu'où a-t-on le droit de dévoyer Noël, les cadeaux, la bûche, le saumon et tout le tout-team? Noël fête chrétienne ou messe païenne? Noël pris d'assaut par les marchands du temple, au grand regret sans doute des catholiques. Est-ce que la candidature Valls à la primaire de gauche patine? Est-ce que cette proposition de supprimer le 49.3 est une fausse bonne idée? Et puis Miss France, c'est demain, préparez vos maillots de bain. Pourquoi ça marche encore à l'heure d'Internet, de la télé-réalité et des images les plus hautes? Ce défilé de jeunes femmes sages semble d'un autre temps. Le monde bouge. Miss Pays de la Loire et Jean-Pierre Foucault sont toujours là. Et pour en parler autour de la table, Eugénie Bastier du Figaro, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez nous voir. Merci d'être avec nous. Sophie Obadia, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez nous voir. Bonjour, vous êtes avocate. Évidemment, Eugénie, vous êtes journaliste au Figaro. Avocate plutôt pénaliste. Plutôt pénaliste. Et autour de cette table, régulièrement, il y aura des intervenants qui ne sont pas simplement des éditorialistes et des journalistes, comme monsieur Bruno Roger Petit, qui est un éditorialiste bien connu de Challenge. Vous allez bien? Tout à fait. Bonsoir. Bonjour. Non, bonsoir à 9h du matin, pourquoi pas, mais bonjour, c'est mieux. Oui, bonjour. Vous voyez que vous vivez quand même en décalé. Enfin, on a la Je vous en preuve. prie, il y a mon ami Geoffroy Lejeune. Geoffroy Lejeune, de Valeurs Actuelles. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Tout va bien. Aussi en décalé. Ouais. Quand on commence par insulter Bruno Roger Petit, tout va bien. Moi, j'aime bien ça. Arrêtez. Bon, on va parler de Noël. Et Eugénie Bastier, je vous ai eu hier au téléphone. Vous êtes catholique et très souvent, vous exprimez cette sensibilité. Et vous m'avez dit, mais est-ce qu'un catholique peut encore célébrer Noël? Et j'ai trouvé la formule absolument incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisque en fait, c'est un peu Noël partout, mais Noël nulle part finalement. C'est une espèce d'omniprésence de la fête de Noël, mais finalement, c'est une fête qui a perdu complètement son sens. On ne sait plus d'où vient le sapin de Noël, d'où vient la crèche, quel est le symbole de ce moment sacré pour les catholiques. Et on peut se demander, voilà, où est passé le sens de cette fête. Chesterton disait le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles. Il me semble que le Noël capitaliste en est la preuve la plus éclatante. Mais vous, par exemple, ça vous perturbe, ça vous ennuie, ça fait que vous ne célébrez pas Noël et ça change quelque chose dans votre comportement? C'est vrai que c'est un peu... Moi, je trouve que c'est très difficile de retrouver le sens sacré de Noël. Et puis, le Noël chrétien est quand même un triple scandale par rapport à notre société, puisque c'est vraiment l'histoire de Noël, c'est la pauvreté contre le consumérisme, c'est la foi contre la raison, et c'est la paix contre la violence. Et finalement, ces trois symboles sont un peu en contradiction avec notre temps. Et on a du mal à voir aujourd'hui, on peut les retrouver. Donc je pense... Mais c'est pas nouveau, comme moi j'ai dans les années 70 déjà ce débat. C'est pas nouveau, parce que vous l'avez dit, païen. le Père Noël a été inventé Oui, par donc j'ai Coca-Cola. l'impression que voilà, ça Bien fait sûr, des mais années. aujourd'hui, ça prend des proportions quand même assez dynamiques. Et aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point les traditions aujourd'hui ne subsistent que de façon capitaliste et consumériste. C'est-à-dire que les seules traditions qui survivent dans les sociétés occidentales, ce sont les traditions que le marché récupère pour en faire des objets commerciaux. Et c'est assez problématique, ça en dit long sur l'état de notre société. Bruno Roger Petit. Je suis assez fasciné par le discours de Eugénie Bastier parce que ça y est, pour être un bon chrétien, il faut être mélanchoniste. C'est incroyable quand même parce que vous avez une dénonciation du pouvoir de l'argent, des forces capitalistes qui investissent toutes les valeurs, y compris les valeurs chrétiennes. Ben non, mais on est chez Mélenchon. C'est le Christ, c'est le premier qui en a parlé, je vous signale. Oui, mais... Non, mais pourquoi, pardonnez-moi, pourquoi tout ramener ou à Mélenchon ou à la politique? D'abord, je trouve que le discours d'Eugénie... Parce que ce que vient de dire Eugénie Bastier, c'est un discours politique. Voilà, on est même au cœur du politique. Bon, et c'est ça que, oui, mais tout est politique. Je trouve. Mais oui, bien sûr. À partir du moment où on parle de la société, c'est politique. C'est ça que je trouve très intéressant, parce qu'effectivement, vous voyez bien, je viens de le démontrer, il y a une collusion aujourd'hui entre une certaine vision catholique traditionnelle de la société par rapport à l'argent, par rapport à la société de consommation, et ce que dénonce par ailleurs Jean-Luc Mélenchon ou des gens de l'aile gauche du Parti socialiste. Eugénie Bastier parle comme Martine Aubry et Jean-Luc Mélenchon. Bon, c'est ça qui est incroyable aujourd'hui. Voilà. Et comme Jésus-Christ, il faut l'assumer. Non, mais il faut l'assumer. Et alors, c'est très curieux, parce que, juste deuxième point, le message du Christ, un message d'amour. Retrouvez-vous. Qu'est-ce que c'est que Noël aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur les forces de l'argent qui, terrible, étranglent l'ouvrier en le manipulant et en l'envoyant acheter des jouets. Mais
c'est une période d'amour. On se fait des cadeaux parce qu'on s'aime. Enfin, c'est ça, profondément, le message du Christ. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais non, le Christ n'est qu'amour. Si vous ne savez pas ça, retournez au catéchisme. Donc, il y a une contradiction totale entre ce que dit Eugénie sur ce qu'est le Christ et puis la réalité. Excusez-moi, mais sous des oripeaux un peu humanistes, on dit voilà, Noël c'est la fête de l'amour, c'est la fête des retrouvailles, c'est la fête de famille. Je suis désolée, non. Noël c'est la fête de l'incarnation et c'est le mystère tous en robe de bure pour fêter Noël. Non, pas du tout. Mais simplement, ne dites pas n'importe quoi. Enfin, le mode de Noël, c'est pas l'amour, c'est l'incarnation. Je pense que si vous allez... Oui, bien sûr, c'est la naissance du Christ. Mais c'est un symbole, c'est une signification précise. Les rois mages, la diversité, déjà convoqués au chevet du Christ. Mais attendez, mais c'est ça. Il n'y a pas une... Dieu n'appartient à personne et le Christ n'appartient à personne. Si vous voulez l'exégèse des évangiles, je fais plus confiance à Eugénie Bastier qui me paraît plus précise que vous sur l'interprétation que vous faites des textes du Christ. Mon cher ami, j'ai fréquenté les écoles catholiques, donc la messe, je connais, les prêtres, je connais, et ce monde-là, je le connais. Voilà. Bon. Est-ce que vous partagez ce Noël dévoyé ou est-ce qu'au contraire... Non, je ne suis pas d'accord avec cette vision un peu triste de la religion catholique. Je pense qu'on peut être catholique et joyeux. Mais c'est aucun rapport avec Noël peut être l'absence de joie. Et je pense que vous êtes défaitiste. C'est-à-dire que d'aller retrouver le symbole de Noël, c'est tout à fait possible. D'entrer dans une église à la période de Noël, de se concentrer un peu et d'avoir la foi, ça me paraît encore possible aujourd'hui. Et je dirais même que c'est la force de l'humain que d'aller retrouver la foi s'il l'a, et le symbole s'il le cherche, au-delà du mercantilisme ambiant. Je pense qu'on a cette capacité encore aujourd'hui d'être plus fort que le marché. Geoffroy Lejeune. Évidemment qu'on a la capacité d'être plus fort que le marché. Moi, je vais prendre un seul exemple, c'est que le marché a tenté de nous imposer la fête d'Halloween, qui n'est pas dans notre culture et qui marche évidemment beaucoup moins bien que la fête de Noël. Maintenant, si je peux me permettre de répondre à l'éditocrate qui est en face de moi, Pardon, me permettre, pardon. À l'heure actuelle, il y a une collection d'éditocrates. Enfin bon, bref. Mais oui, mais ils sont brillants et ils sont honnêtes, contrairement à vous qui n'êtes ni l'un ni l'autre. Voilà. Bien sûr. Non, vous êtes brillants mais pas honnêtes, pardon. Vous savez que je peux quitter le plateau à tout moment si vous continuez. Ah non, c'est Noël. Vous venez de dire qu'il faut se rassembler, que c'est un message d'amour. Si on ne peut pas vous contrer. Non, mais sauf que en fait, c'est juste les mots. Le fait d'insulter Bruno va me permettre de continuer à raisonner un peu. Mais si, il faut s'insulter un peu, c'est la télé. On a le droit de critiquer la toute-puissance du marché sans pour autant voter Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolé de le dire, ça peut arriver. Et aussi, on a le droit de préférer de noter une conjonction. Mais justement, sauf qu'en fait, c'est pas la même chose. On a le droit de préférer l'enracinement et la tradition à la toute-puissance du marché sans pour autant devenir un anticapitaliste frénétique comme Jean-Luc Mélenchon l'est. Donc, vous avez un tout petit peu exagéré. Je dis ça pourquoi ? Parce que finalement, aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un truc un peu nouveau. C'est le réenchantement, la nouvelle, comment dire, les nouvelles attaches des Français avec leur tradition, avec leurs racines chrétiennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens qui sont pas croyants, qui ont globalement rien à faire de la messe, se disent finalement Noël c'est important, finalement Noël c'est mes racines, c'est les racines de mon pays, parce qu'il y a une conjonction des attaques déjà dont on est victime. Il y a aussi finalement pardon. Le retour d'une sorte d'amour des traditions, et aujourd'hui on est en train de vivre cette défense de la fête de Noël. Donc ce serait l'exact contraire finalement. Oui. Noël serait aujourd'hui moins dévoyé qu'il l'était dans les années 70 et incarnerait une France entre guillemets éternelle comme réponse. Exactement. Pourquoi pas à la situation d'aujourd'hui. Ça a été dévoyé pendant des années et aujourd'hui il y a un nouveau sens. Moi je me méfie aussi Eugénie Bastier. Comme ça de se réapproprier de manière identitaire des symboles religieux, puisque là, c'est un mystère qui est quand même pas... le Noël n'est pas français. Noël est chrétien et c'est pas exactement la même chose. Mais je voudrais rappeler aussi qu'on n'a pas besoin forcément d'être croyant pour être sensible à ce mystère de Noël. Je me rappelle un très beau texte de Sartre sur Noël qu'il a écrit quand il était prisonnier de guerre en Allemagne pendant la guerre. Un texte absolument magnifique où il décrit le mystère de l'incarnation du Dieu fait homme, petit enfant, et c'est magnifique. Et il y a quelque chose de mystérieux et d'universel qui relève pas forcément de la religion pure et simple, et que tout le monde peut être touché par ce mystère. Et qui est plus ou culturel ou cultuel, puisque le mot a été employé cette semaine sur ces plateaux de télévision, et de rapport que les Français peuvent avoir avec Noël, tout simplement. Oui, c'est une tradition, mais c'est aussi un message universel. Est-ce que vous partagez cette idée que Noël serait une sorte de fête identitaire aujourd'hui qui dépasse les convictions religieuses, Bruno Roger-Petit ?
Oui, mais alors c'est pas une bonne nouvelle, en vérité. Moi, je suis assez frappé de voir, par exemple, puisqu'on parle politique autour de Noël, que les crèches dans les mairies, qui ne posaient aucun problème il y a encore 2 ans ou 3 ans, sont devenues un enjeu de crispation identitaire, qui mobilise 2 sortes de forces. D'un côté, vous avez un certain nombre de maires qui sont sur la ligne de Geoffroy Lejeune, Robert Ménard, Philippe de Villiers, qui vous disent qu'il faut mettre des crèches partout parce que c'est notre culture à laquelle nous sommes très attachés. Et puis de l'autre, vous avez un courant traditionnel laïciste qui vous dit hors des crèches, hors des mairies, les crèches, c'est insupportable, ça génère une forme d'insécurité culturelle à l'égard de nos compatriotes. Parce que dès qu'on parle d'insécurité culturelle, on est toujours un peu agité du bocal, mais c'est pas grave. Donc, qui génère une sorte d'insécurité culturelle à l'égard de nos compatriotes qui ne sont pas chrétiens. Bon. Donc, vous êtes, quand vous n'êtes ni dans un camp ni dans l'autre, vous êtes confronté à ce combat un peu étrange. Et vous êtes dans quel camp, vous ? Moi, je suis dans le camp du Conseil d'État, qui a été appelé à se prononcer, qui a été appelé à se prononcer sur cette question. C'est juste incompréhensible, la décision du Conseil d'État. Non, mais moi, je vais vous l'expliquer, parce que voilà. Parce que vous êtes plus intelligent que nous. Non, je suis en un même peu temps. juriste, en fait, voilà, d'origine. Donc, c'est très simple. Juriste, Quand un maire installe une crèche, ou un élu une crèche dans un bâtiment public, et qu'il en fait justement une arme de combat identitaire en disant « ceci est chrétien et vous devez le regarder comme tel », la crèche doit être démontée. Quand la crèche relève d'une pratique culturelle traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle est associée à une période ou par tradition, non pas identitaire, mais culturelle, on installe une crèche dans un endroit public. La frontière est très... Franchement, la frontière est devenue... La frontière, c'est l'intention. Et c'est Répétez, Eugénie. Tout le monde a le droit de mettre des crèches, sauf les mères catholiques, c'est ce que ça veut dire. Non, mais Sauf les mères catholiques, dans la mesure où ils le font au nom de leur religion. Non, mais comme expliqué non sans humour, non, un c'est- membre du c'est la Conseil loi. d'État éminent. Sophie Obadia, je le récemment, rappelle, qui est avocate. récemment, donc un membre du Conseil d'État non sans humour m'expliquait, on aurait dû aller encore plus loin, faire cette décision et dire vous installez une crèche, mais surtout vous n'y placez jamais le petit Jésus. Vous vous arrêtez juste avant. Voilà. En fait, pour dire que cette exégèse est un peu complexe et que je pense qu'on s'est embarrassé de beaucoup de choses pour décider de quelque chose de très simple et de bon sens. Oui, on peut mettre des crèches dans les lieux publics en France sans que ça devienne une agression culturelle. C'est ce que dit le Conseil d'État. Voilà. Oui, mais vous dites vous-même bon sens et convenez qu'aujourd'hui, ce que vous appelez bon sens, qui est d'ailleurs toujours une notion extrêmement difficile à expliquer, n'est pas partagé par tout le monde. Au nom de la laïcité. Non, mais Parce que c'est une question de regard. Vous avez dit la façon dont on regarde la crèche. Mais ce Parce regard, que- on ne doit pas en tenir compte en Bien sûr que vérité. non. exactement. La laïcité, c'est une chose simple. C'est l'État neutre, politiquement Oui. et religieusement. Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne peut être inquiété pour ses religions, virgule, même religieuses, sous réserve des considérations d'ordre public. La laïcité, ce n'est pas une obligation qui est faite aux particuliers que nous sommes, aux citoyens, de vivre Bruno- Voilà, mais là, il n'y a pas de d'inquiétude. vivre en Il n'y a aucune laïcité dans inquiétude. Non, mais l'espace Bruno public. Roger Petit, pardonnez-moi, la couleur, l'atmosphère a changé. Hier, Jérôme Béglé était sur ce plateau. Il a eu, Jérôme, une fulgurance. En 1981, En fait, une dans l'année. arrêtez, il a une, en 1981, vous vous souvenez de la campagne de François Mitterrand ? La force tranquille. Plutôt, oui. Et qu'est-ce qui est derrière la force tranquille ? Une église. Une église. Si aujourd'hui un candidat de gauche... Excusez-moi, il vous manque un détail. Lequel ? Excusez-moi, il vous manque un détail. Il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de croix sur l'église, elle a été Enfin, gommée. tout le monde a compris, Bruno. non, mais D'accord, arrêtez mais là. on connaît quand même. Je veux dire, il y a un Mais non, clocher. mais Ah, il opère- je suis Elle est au désolé. fond. Non, Alors là, attendez. Donc Non, c'est mais votre, non, ce mais que c'est je veux vous votre dire- regard. C'est Non, votre ce que regard. je veux vous dire, Bruno, et je termine je connais là-dessus. l'anecdote quand même. Ce que Excusez-moi. je veux vous dire, Bruno, C'est et je une anecdote, termine alors, c'est une là-dessus. anecdote, pas Personne, en 1981, n'a fait un procès à Bien François sûr. Mitterrand Évidemment. d'anti-laïcité parce qu'il avait mis vous un plaisantez ou clocher quoi Mais dans vous sa connaissez pas l'histoire campagne du Parti électorale. Moi, je connais bien l'histoire quand Le même. Mitterrandien est blessé là. Là, Non, non, mais ça le va Mitterrandien être- n'est pas blessé. Il va Ça va être juste violent. rétablir la Et vérité. ça montre d'ailleurs, c'est le même. Il y a cette photo qui est faite. Oui. Voilà. Moi, je connais bien Gérard Colllet qui est présent le jour où cette photo est faite. Mitterrand ne voulait pas la faire déjà au départ parce qu'il disait je vais avoir l'air d'un curé devant son église. Bon, il y a la croix. Et il y a un débat au sein de l'équipe de campagne qui consiste à dire est-ce qu'on laisse la croix ou pas ? Et on décide de l'enlever parce que justement Mitterrand connaît ses socialistes. Il sait qu'à l'époque, rappelez-vous, dans les C'est pas le même dans- climat, Bruno Mais vous Roger plaisantez Petit. ou quoi Bah non, Et je vous avez oublié plaisante ce qui pas. s'est passé après ? Dans les 110 propositions, il y a quoi ? La constitution d'un grand service public de Il l'éducation a retiré en nationale. 84.
Il y avait 2 millions de gens dans la rue. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a l'idée qu'il faut faire ça, parce que vous avez un courant laïque extrêmement puissant au sein du Parti Socialiste. Non. Et il est Enfin, il obligé. la ferait plus aujourd'hui. On ne la ferait plus, c'est tout. Non, mais si je peux pas juste faire une démonstration, c'est pas possible. Donc, c'est pour vous expliquer que qu'est-ce qui se passe. Il est otage aussi de ce courant-là. Voilà pourquoi la croix est enlevée. Et il est obligé de lancer effectivement la réforme Savary qui va avorter parce qu'il y a la pression des laïcs du Parti Socialiste qui veulent ça. Et il laisse la crise jusqu'au bout se développer. Et il y a un moment où il dit, en toute sagesse, on arrête. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et il dira, Mais c'est le même climat, c'est-à-dire que Noël, on voit bien. En fait, c'est la place aujourd'hui de l'Église romaine dans la société française qui est posée, qui en gros ne posait pas de soucis jusque dans les années 90 avec une Parce qu'elle faisait laïcité. pas de politique. C'est pas l'Église romaine. Non, justement, pardon, sinon on va se rembarquer sur un débat. Je connais les arguments. Joseph Massescaron a écrit un livre là-dessus. Au secours. C'est pas la place de l'Église romaine. Religieuse. Voilà, qui est un bon livre par ailleurs, mais avec lequel je suis pas du tout d'accord, pardon. C'est pas la place de l'Église romaine. C'est pas un problème de culte. C'est un problème de culture dans lequel on est. C'est pas cultuel, c'est culturel. La question qui se pose aujourd'hui à nous, et c'est un peu la question de Noël aussi, c'est finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pose problème à vous et vos amis du Conseil d'État? Qu'est-ce qui vous pose problème dans le fait que la France soit chrétienne depuis 1500 ans? C'est pas le sujet. Qu'il y ait un clocher dans chaque village et qu'il y ait un tiers des villages des villes de France. Non, mais il y a une Eugénie posture qui Bastier. est d'une mauvaise foi absolue qui consiste, au nom de certains problèmes que pose l'islam politique, à considérer que le catholicisme politique pose lui aussi un problème. Ce qui est faux depuis maintenant plus de 100 ans. Et donc il y a une espèce d'équivalence qui est faite systématiquement. Sauf qu'une Et crèche, du coup, une chasse n'a aux rien de chrétiens. politique. Rien. Comme on ne veut pas faire d'amalgame et être équitable dans sa chasse aux religions, on chasse les catholiques parce qu'on ne veut pas donner l'impression de ne critiquer que l'islam. Oui, mais C'est-à-dire qu'on met sur le même point. le deux poids deux mesures, il existe, parce qu'en effet, ces religions posent des problèmes différents. On ne peut pas les traiter de manière Tout à fait d'accord. égale. On ne peut pas traiter de manière égale des choses qui sont différentes. Voilà. Dans Et la dans les religion- problèmes. non, ce n'est pas la même chose. Mais non, mais là, vous êtes hors le catholicisme politique ne pose pas aujourd'hui les mêmes problèmes que l'islam politique en France. Il ne tue pas, il ne provoque pas d'attentats, il ne En tout provoque pas cas, de une crèche dans communautarisme une mairie exacerbé. ne tue personne. ça, c'est certain. C'est une extrême minorité de l'islam politique. Vous n'allez pas englober tous ceux qui font de la politique en se réclamant des valeurs musulmanes en expliquant que ce sont tous des terroristes en puissance. Vous ne pouvez pas faire j'ai ça. dit ça, bien Une sûr. religion, c'est une religion. Voilà. Et les religions doivent être traitées, et elles le sont, à égalité par la République. Point. Autant que faire se peut et en essayant Non, point. d'être. C'est pas autant que faire se peut. C'est alors, Le point. catholicisme ne pose pas je de vous problème à la repose- République je- française. alors, Mais je dis pas ça. précise Je votre dis que pensée. toute religion Oui. doit être traitée par la Oui. et est traitée Mais par la elles- République de la même Mais elles façon. ne le sont pas. Elles ne le sont Mais pas. si, vous avez un notre cadre qui est la loi de 1905. Mais pardonnez-moi, notre calendrier aujourd'hui célèbre les fêtes religieuses par un jour férié. 25 Noël, le 25 décembre est férié. Le jour de Pâques est férié. Il n'y a pas de fête religieuse musulmane qui soit fériée. Donc la République ne traite pas les religions de la même manière. Enfin, Bruno, c'est une C'est-à-dire que évidence. Au nom d'ailleurs de la Vous auriez culture. pu aller plus loin et me citer le Concordat qui est toujours en vigueur en Alsace-Lorraine. C'est-à-dire, C'est-à-dire que la loi de c'est 1905... vous qui avez fait le s'applique- concordat? Non. Ah bon parce que- C'est Napoléon Bonaparte, 1801. Bon. Mais pourquoi je vous aurais cité alors? Mais parce que c'est le bon exemple en vérité. Ouais. Bon, que se passe-t-il? C'est-à-dire que l'Alsace-Lorraine devient allemande pendant un certain nombre d'années, de 1870 à 1914. Entre-temps, en France, on a voté la loi de 1905. Et quand l'Alsace et la Lorraine reviennent dans la République, la question se pose de est-ce qu'on va leur appliquer la loi de 1905? Et on décide que non. Et vous avez le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé sur cette question il y a quelques années et qui a dit, bah voilà, il y a un acquis, il y a une situation, elle est là. Parce qu'il y a des gens qui disaient, et qui continuent de le dire d'ailleurs, il faut arrêter l'application du Concordat en Alsace-Lorraine. Qui a Le dit ça? Conseil- François Hollande, c'était une Plein de promesse de gens. campagne. Beaucoup Promesse de campagne de de gens à François Hollande, gauche, c'est à très droite, intéressant. etc. Enfin, bon, plutôt laïciste d'ailleurs. C'est- Et le Conseil constitutionnel a dit il y a ça existe, c'est comme ça, il y a une situation juridique qui a été créée, on n'a pas les moyens aujourd'hui de l'enlever, sauf si la loi le décide. Point. Non, mais écoutez, revenons à la question la plus simple. Est-ce que Noël aujourd'hui est une fête encore concevable dans ce pays normalement? Je crois que oui, il faut arrêter d'élaborer. Il y a les 5 plans, millions de politiques, hein. Français qui pratiquent aujourd'hui. Et le soir de Noël, dans les églises françaises, entre 20h et minuit, puisque les messes de minuit sont plutôt à 20h aujourd'hui. 22h. Ou 18h, maintenant c'est ou à 18h. 18 heures, En fait, il y en a plusieurs. plusieurs, vous voyez. Oui. Effectivement. Oui. En Vous général, il y en alliez a dire plusieurs séances, avec un peu d'ironie, Non, plusieurs- Bruno Roger Petit. plusieurs services. Bon, plusieurs services.
C'est un débat évidemment sur lequel tout le monde a un avis, qui est passionnant. Et en plus, cette année, Hanouka, la fête des Juifs, tombe le même jour que Noël. Le 25 décembre en plus, deux également. religions pourront se rencontrer. Nous allons poursuivre nos débats ce matin. Nous allons parler notamment de Manuel Valls après ceci. Si vous nous rejoignez, c'est toujours l'heure des pros. Nous sommes avec Eugénie Bastier, avec Bruno Roger-Petit, avec Sophie Obadia. Sophie qui est avocate, Eugénie qui est journaliste au Figaro pour la première fois à l'écran avec nous. Et puis Geoffroy Lejeune qui vient régulièrement de Valeurs Actuelles. Que dites-vous? J'aime beaucoup votre pour la première fois à l'écran. Oui, C'est un peu côté années désuet. 50. Il y a un peu, voilà, pour la... Et pour la première fois sur vos écrans. Exactement, c'était Sacha Guitry. Les génériques de Sacha Guitry étaient absolument formidables. De Vous ce connaissez point de vue. l'histoire de Sacha Guitry et Pauline Carton, Mais vous allez nous la grande raconter. actrice. Donc Sacha Guitry utilisait beaucoup les services de Pauline Carton et il lui disait « Ah Pauline, vous êtes l'actrice qui me coûte le plus cher. Pourquoi, maître ? Parce que chaque fois que je vous demande combien vous voulez payer, vous me répondez comme vous voulez. » Voilà. Bon, nous allons. C'est une belle histoire. Moi, C'est une très belle histoire. On pourrait faire une émission complète sur Sacha Guitry. On va Et parler. Pauline Carton, qui était une très grande actrice. Mais plus personne ne connaît Pauline si, Carton. Pauline Carton. Pauline Carton, Ah, Jeanne Fusilier-Gire, Non, non, Jeanne Fusilier-Gire dans le Marguerite Corbeau. Moreno. La mercière du Corbeau. Voilà, je peux vous dire que là, on est entre nous. Si on se met à parler des comédiens, des films en noir et blanc de Sacha Guitry, mais ils sont édités et on peut les voir. Bon, on parle de Manuel Valls, c'est autre chose. Manuel Valls qui a décrété, qui a sorti le 49.3 hier pour peut-être le supprimer. Il était dans La Rochelle après avoir donné cette information. Est-ce que la candidature de Manuel Valls patine? C'est notre sujet. Un grand bol d'air sur le vieux port de La Rochelle. Manuel Valls en profite pour clarifier ses intentions sur l'article 49.3. Et il se défend en affirmant que cette loi, je cite, a été utilisée 80 fois sous la Ve République. L'engagement de responsabilité, ce qu'on appelle le 49.3, est vécu comme quelque chose de dur. Je l'ai expérimenté. Je sais ce qu'il faut corriger, je sais les erreurs qui ont pu être commises, y compris par moi. Mais ma responsabilité, c'est d'avancer. C'est d'avancer, d'écouter les Français et de leur donner de l'espoir. Manuel Valls entame donc un tour de France de ses soutiens pour la primaire de la gauche. Ici, c'est Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle, qui le reçoit, un opposant historique de Ségolène Royal. Je ne pense pas que ça se juge à ce niveau-là. Pourquoi? Nous étions rassemblés pour soutenir François Hollande. Donc on sera rassemblés pour soutenir Manuel Valls. Manuel Valls se montre beaucoup de retenue dans ce début de campagne. Il ne cherche pas à rencontrer absolument tous les électeurs qu'il croise. Et il tient même un discours de modestie. Je veux la réussite de la primaire. Moi, je veux convaincre les électeurs. Je ne suis pas favori. Je suis outsider. Il n'y a pas de favori dans une primaire. Et ce sont les électeurs qui choisiront sur la base d'un projet et de celui qui peut demain être président de la République. C'est l'une des dernières sorties de campagne du candidat. Ensuite, c'est la trêve de Noël et la dernière ligne droite de janvier avant la primaire et les débats télévisés très attendus. Antoine Estève à La Rochelle. On va voir que Manuel Valls est l'un des 9 candidats d'ailleurs de cette primaire de gauche. Je ne sais pas si tout le monde aura ses 500 signatures. 500 parrainages? Parrainage. Non, c'est plus compliqué que ça. Ah oui, c'est un peu plus. Il y a des parrainages ténus, des parrainages de militants. Enfin bon, c'est Voyons, le Conseil national. voyons la liste des 9 qui sont pour le moment en lice. Ça peut être quand même... Qui prétendent être en lice pour Voilà, certains même. ça peut être quand même folklore, si vous me permettez l'expression un peu triviale, de voir Gérard Filoche, dont on connaît le discours musclé, sur un plateau à côté de Manuel Valls. Je ne sais pas si Gérard Filoche ira jusqu'au bout, je ne sais pas si ces 9 personnes iront jusqu'au bout, mais ça peut être effectivement La particulier. pauvre, Sylvia Pinel, qu'on a forcé à rejoindre la primaire pour qu'il y ait au moins une femme. Oui. Je trouve ça assez Où triste. sont les femmes? On a fait ce thème également à droite. C'est vrai que les femmes en politique, c'est... Elles sont pas, peut-être qu'elles sont plus intelligentes que les hommes et elles ne veulent pas Mais- se jeter dans cette course à l'ego absolument. Mais c'est- différente. mais c'est pas éminemment peut-être. violent. Non, mais c'est Ça d'une y est, c'est violence osé le infinie, féminisme hein. en plus maintenant. Mais non, mais c'est pas peut-être, Génie, c'est elles le sont, je Ouais. vous le confirme. Bon, pourquoi dites-vous, Bruno Roger-Petit, parce que je vous lis notamment sur Challenge, pourquoi dites-vous... Surtout sur Challenge. Surtout, pourquoi dites-vous que la Principalement et candidature Valls patine et j'ai l'impression que vous roulez pour Macron?
Non, c'est pas du tout le sujet. Ça l'est un peu quand on peut vous lire, mais cet engagement peut exister d'ailleurs. Le sujet n'est pas de savoir pour qui roule pour qui. La question, c'est de savoir pourquoi Manuel Valls a un problème en ce moment. Et il a un problème parce qu'on voit bien que ça n'embraye pas, parce qu'il a un déficit d'incarnation. Regardez la séquence qu'il vient d'écrire pendant 4 jours. Le dimanche, dans Le Parisien, il se proclame en candidat de la révolte. Alors là, on est chez Vallès, l'insurgé. Le lendemain, il va faire un déplacement dans l'Aude. Et alors là, c'est François Mitterrand, la force tranquille revendiquée. Lui qui ne l'a jamais fait. Bon, petit brouillage d'image quand même, pour un rocardien, jospiniste, qui a toujours pratiqué le devoir d'inventaire, etc. Le 3e jour, il sort d'une réunion à la Maison de la Chimie et il s'en prend au système incarné par les journalistes. Donc je suis le candidat anti-système. La vieille musique traditionnelle... plutôt porté assez souvent par des populistes quand on associe système et journaliste. Ils sont tous anti-système. Tu écoutes François Fillon, tu écoutes Manuel Macron. Et Manuel Macron, j'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui se paye les journalistes. Quand on associe le système avec les journalistes, on franchit un cap qui vous amène plutôt vers le populisme. Et puis, parce que Macron ne met pas en cause les journalistes quand il dénonce le système ou d'autres. François Fillon non plus. Il devrait. Non, mais peut-être qu'il devrait, mais c'est pas la question. Je suis pas l'avocat de Manuel Valls, mais il l'a fait un peu au second degré avec humour. Voilà, c'était une question. Vous n'avez pas vu l'image. Je l'ai vu l'image, si, en l'espèce. Il a terminé en disant je vous aime bien. Bon, tout ça a été un peu badin et ça a pris. Non, c'est pas du tout badin. C'est très sérieux de la part de Manuel Valls. Il sait très bien ce qu'il fait à ce moment-là. C'est la réduction ad terminé. Et dernier point hier. Alors là, on a, ça y est, c'est Mirabeau qui 1789, je vais supprimer le 49.3 que j'ai utilisé 6 fois. Donc vous voyez bien que vous avez une succession d'images, une succession de messages qui se superposent les uns les autres, avec un candidat qui tente de se transformer en candidat attrape-tout en parlant à toutes les familles de la gauche avec lesquelles il a un problème. Et quand vous faites ça, quand vous vous définissez uniquement en contre, sans rien porter de positif politiquement, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents comme Hamon, Montebourg ou Payon au sein du Parti socialiste aujourd'hui, ça veut dire que vous avez un problème. Vous avez un problème. Et votre communication politique reflète ce problème. Eugénie Bastier, est-ce que ça patine ou pas ? Oui, bien sûr, mais de toute façon, ce qui est assez frappant, je trouve, dans la candidature de Manuel Valls, c'est à quel point on se rend compte qu'une fois que les dorures et les apparats du pouvoir ont disparu, c'est-à-dire tout cet apparat républicain qu'il avait autour de lui lorsqu'il était à Matignon, finalement on se rend compte qu'il ne reste pas grand-chose, et qu'il y a un peu le roi est nu, et Valls sans Matignon, c'est pas grand-chose. C'est ce qu'on se rend compte dans les derniers jours. Après, il est en train aussi de renier ce qui fait son originalité, ce qui fait son originalité intérieure du PS, sa ligne assez dure et minoritaire sur la laïcité, parce que c'est tout ce qui lui reste en fait, en plus de l'espace qu'il peut prendre à gauche. C'est celui-là, c'est celui d'incarner la gauche laïque qui a un discours sur l'identité, sur l'insécurité culturelle. C'est sa seule originalité. Cette ligne est minoritaire, elle est clivante, certes. Très minoritaire. Mais en attendant, il la renie totalement. Ça veut dire que aujourd'hui, je ne vois pas du tout quel peut être son électorat et qui peut séduire par ce discours très consensuel. Ça veut dire quoi ? Que sa candidature à gauche, autant il pourrait peut-être convaincre un public plus large, mais sa candidature à gauche est en difficulté ? Et encore, je ne sais même pas si ça marcherait plus à droite, parce que maintenant, il y a quand même quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron qui prend tout ce qu'il y a à prendre sur sa droite. Donc en fait, en effet, il est sur un segment idéologique. En général, quand même, gagner une élection, ça se fait sur les idées. Il est sur un segment idéologique extrêmement restreint, où il a quasiment plus d'espace et il a quasiment plus de différences. Mais c'est quoi alors ce segment idéologique restreint précisément ? C'est la gauche de laïque, gouvernement. C'est l'autorité et la laïcité. Vous avez un certain nombre de gens à gauche qui vont jouer sur l'idée que derrière l'autorité... Pardonnez-moi, c'est pas restreint. L'autorité, la laïcité. Non, mais à gauche, c'est très restreint. C'est 5% à la primaire de la gauche en 2011. 1,6. Et ça a à peine bougé en 5 ans. C'est-à-dire qu'il a gouverné, il a été nommé par François Hollande à Matignon, il n'a rien gagné. Ils ont quand même perdu toutes les élections entre-temps. Et il a gouverné à coup de 49.3 parce qu'il n'avait pas de majorité pour gouverner. Et aujourd'hui, en effet, il quitte le pouvoir et on se rend compte que, en fait, il n'a toujours pas de majorité. Et il n'est toujours pas populaire au sein de l'électorat de gauche. Donc, il risque d'être le prochain de la liste Juppé, Sarkozy, Hollande qui s'en vont de la politique, en tout cas qui se font battre. Il risque d'être le prochain. Et quand bien même il gagnerait la primaire, parce qu'après tout peut arriver, quand bien même il gagnerait la primaire, bon courage pour exister à la présidentielle entre Mélenchon et Macron, qui eux incarnent les deux gauches qui prennent plus de 250 soutiens, je crois, pour le moment pour Manuel Valls. Ouais, vous savez, alors ça... Bon, moi je crois qu'il a besoin d'un avocat, cet homme. Hein. Oui. Allez-y, je reviendrai sur. Faites attention parce que vous êtes avocate pénaliste, donc j'espère qu'il n'a pas besoin d'un avocat pénaliste. Je n'ai jamais soutenu Manuel Valls, mais enfin, il me semble quand même qu'il a un bilan, cet homme. D'abord,
c'est un candidat sérieux. Je pense qu'on lui doit quand même beaucoup de choses sur les propos sur l'intégrisme, sur le problème musulman. Il a quand même fait beaucoup de choses en France sur cette question. Je crois qu'on perd de vue. J'ai jamais entendu, moi, Arnaud Montebourg sur ces questions. Vincent Payon encore moins. Personne ne s'est exprimé comme Manuel Valls sur les questions qui ont été les plus importantes au cours de ces 2 dernières années. Premier point. Deuxième point, on dit qu'il patine. Mais qui dit que sa candidature patine? Qui le sait? Qui sait ce qui se passe pour les candidats à la primaire de la gauche? Enquête du Monde sur 18 000 personnes qui le montrent. D'accord, oui. Oui, mais avec la réserve des enquêtes. Il est quand même Pas sur des enquêtes, arrêtez. Ne parlez pas des enquêtes, on en a parlé. Pas sur 18 000 personnes. Pas sur 18 000 Il y a un personnes. sondage qui est sorti hier qui le met pas très loin de Macron. Voilà, il est pas si loin de Macron, donc méfions-nous des enquêtes. On dirait que nous ne tirons aucune leçon de ce qui s'est passé. Et ensuite, enfin, dernier point, effectivement, Emmanuel Macron sature les images actuellement, sature les ondes. Oui, mais son problème, c'est pas Macron pour le moment. Son problème, c'est la primaire à gauche. Exactement, le problème n'est pas Macron. Le problème est de savoir si effectivement il a été un bon Premier ministre ou pas. Je ne considère pas qu'il a démérité. Je pense qu'il a été loyal. Et je vous renvoie à François Fillon, dont on avait dit finalement c'est pas grand-chose, etc. Les Français savent, quand quelqu'un a travaillé sérieusement, savent aussi ce qu'il représente. Je pense qu'au sein, encore une fois, que je ne les connais pas, mais je pense qu'au sein de l'électorat de gauche, le fait qu'il a tenu la barre à un moment donné, et on sait combien elle était difficile à tenir avec le président de la République que nous avons, je pense qu'on peut lui en savoir gré. Et je ne crois pas qu'il faille être aussi sévère avec Manuel Valls aujourd'hui. On verra. La difficulté, on va conclure là-dessus, c'est comment une gauche de gouvernement réaliste, blairiste, vous l'appelez comme vous voulez, peut-elle convaincre un électorat de gauche du PS qui est traditionnellement, je pense, un peu plus à gauche? C'est ça la bonne question, j'imagine. Vous touchez du doigt le point faible de l'argumentation qu'on vient d'entendre. Vous avez dit les Français par rapport à Manuel Valls. Mais là, il ne s'agit pas des Français. La primaire, c'est une affaire de clientèle. On l'a bien vu avec la primaire de la droite. Ce ne sont pas les Français qui sont venus voter. Elle sera ouverte ce sont à les tout le monde, Français de droite. Oui, elle est ouverte à tout le monde, mais ce sera une primaire de clientèle. Va venir voter, ou vont venir voter, ceux qui sont parmi les militants, les sympathisants, les plus actifs dans ce pays à gauche. Or, dans cette population-là extrêmement précise, et moins le corps électoral qui viendra voter sera large, plus ce sera compliqué pour Manuel Valls. Manuel Valls ne coche aucune case de gauche, dans toutes les familles de la gauche. Je vais vous dire, moi, je sais que Payon et Montebourg, c'est ce qu'ils vont brandir comme arme dans les débats télévisés contre Valls. Ils vont lui dire, comment se fait-il, Manuel, que nous soyons fâchés, nous qui avons toujours été les hommes de l'Union de la gauche au Parti socialiste, avec toutes les familles de la gauche. Ta responsabilité, c'est pas ton bilan, c'est le fait que tu nous as fâchés avec Mélenchon, que tu nous as fâchés avec Macron, que tu nous as fâchés avec les écologistes. C'est ça qui va être et qui est aujourd'hui son principal point faible dans cette primaire. Eugénie Bastier. Non mais historiquement, la gauche est divisée en France depuis très très longtemps entre gauche radicale et gauche libérale. Et aujourd'hui, ces deux gauches ont leurs candidats. Il y a Macron et Mélenchon. Donc moi, je ne vois même pas l'intérêt de cette primaire de la gauche qui va créer un troisième homme qui sera inutile au débat, à mon avis, à gauche. En tout cas, il y aura une C'est le point clé que vient de soulever Eugénie. Oui, c'est-à-dire que vous, ça va au-delà. Voilà, ça va au-delà de la candidature Valls. C'est-à-dire que pour vous, le candidat primaire de la gauche, il sera derrière Mélenchon et il sera derrière peut-être Macron. Il y a un potentiel. Ils y vont tous pour en fait récupérer le Parti socialiste. Exactement. C'est le seul intérêt de la primaire. Pronostic Macron, qui va gagner la primaire à gauche? Pronostic Geoffroy Lejeune. Oh là là, mais moi je me trompe à chaque fois, mais je vais quand même m'engager. Je vais dire Vincent Payon. Vincent Payon. Hamon. Benoît Hamon. Oui, vous verrez. Je sais que Manuel Valls va la perdre, probablement. Je ne suis pas sûr de savoir qui va la gagner. Bon. On va enregistrer et Eugénie Moi, je Bastier. n'ai aucune idée, je ne veux pas faire de pronostic. Bon, nous Ça allons coûte rien. terminer parce que c'est vendredi avec un sujet un Gérard peu plus... Filoche. Ah, mais c'est possible, tout est possible. On va terminer cette heure des pros avec un sujet peut-être un peu plus léger, quoique, puisque la polémique a été déclenchée également. Miss France, c'est demain soir, Jean-Pierre Foucault avec les Miss pendant 3 heures, 3h30. C'est cet œil égrillard. Mais il n'y a pas d'œil égrillard du tout, parce qu'au contraire, franchement, je trouve que... Vous allez avoir les associations féministes sur le dos. Mais on les a reçus aux Féminisme ici, on en a parlé cette semaine, mais donc on ne va pas refaire le même débat.
franchement, quand on voit aujourd'hui toutes les images de télé-réalité, les sites internet, j'ai envie de vous dire, c'est très pudique, hein, Miss France 2017. Mais en revanche, c'est vrai, des associations remettent en cause l'idée qu'on puisse juger des femmes uniquement sur leur physique et trouvent que c'est machiste, sexiste, etc. On a reçu Oser le féminisme. Mais à la limite, c'est pas la question. Moi, je voudrais savoir pourquoi ça marche encore, surtout. Et je vais peut-être demander à Eugénie Bastier. D'abord, vous allez regarder, vous regardez ce genre de choses ou pas? Déjà, un, je regarde pas la télé, et deux, je regarderai certainement pas Miss La télé, France. c'est le démon. Mais c'est-à-dire que vous ne regardez jamais la télévision? Sauf le soir de Noël. Sauf le soir de Noël. Et le jour du Seigneur, le dimanche matin. Arrêtez de bravo. caricaturer. Mais, s'il vous plaît. Ah là là. mais Non. pas les trucs de protestants. De toute façon, parce que je là- déconseille en général de regarder la télé, mais je trouve assez intéressant comme débat, parce que c'est vrai que Miss France, il y a un côté aussi un peu vieille France, Ouais. c'est la province, c'est un peu ringard, c'est assez pudique, ça fait un peu décalé en effet, même s'il faut rappeler quand même que les concours de beauté nationaux organisés comme ça sont assez modernes. Hein. D'ailleurs, il y avait l'écrivain Nancy Houston rappelait que c'est assez amusant que aux États-Unis, par exemple, le premier concours Miss America était en 1921 et c'était 2 ans après l'obtention du droit de vote des femmes aux États-Unis. Et elle disait en fait c'est assez amusant parce qu'à mesure que les femmes deviennent sujets, elles deviennent objets. Ah ben Et en fait, en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'élection de Miss, j'imagine. Hein. Et en fait, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que le féminisme fait progresser la cause des femmes et en même temps, il y a des nouvelles manières de les objectiver dans des concours de beauté qui n'existaient pas auparavant de manière aussi médiatisée. Pourquoi ça marche? Tout simplement, à votre avis, pourquoi demain ça va peut-être faire encore 10 millions de gens? On pourrait imaginer. Quel est le ressort qui fait que les gens vont regarder? D'abord, je ne pense pas que parce que c'est provincial, c'est ringard. Je dirais même le contraire. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, la France, pas profonde, la vraie France, la France, tout simplement, notre France, aime bien les concours. Voilà. On a toujours aimé ça, les radios crochets, les concours, le jeudi du Mister franc. France n'a pas du tout marché. Non, Mister France n'a pas marché. Mais alors, par ailleurs, je pense qu'effectivement, la femme s'expose, mais la femme se montre au sens où elle existe aussi dans l'espace public. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout contradictoire que la femme accède au droit de vote et se montre dans un concours de beauté. Non, je ne regarderai pas parce que je trouve ça un peu long, à vrai dire, et pas très, très bien fait. Vous allez regarder Bruno Roger-Petit? En fait, non, je regarde jamais. Bon, tout le monde dit qu'il regarde. C'est comme, vous savez, c'est comme le journal Voici. On regarde quand même. Personne ne le lit. Tout le monde a un peu honte de le lire. Et puis, je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais une fois qu'elle est élue, vous la regarderez. Non, moi je trouve ça très rigolo. Mais juste un mot sur ce que ça veut dire quand même. Oui. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est pour ça que de temps en temps, il faut regarder la télévision, parce qu'il faut regarder ce que les gens regardent. Parce que ça vous donne souvent une idée de l'état d'esprit du pays. Bah oui. Ce concours, comme d'autres... C'est un peu élitiste, hein, comme Non, il faut regarder ce que les gens regardent. Mais bien sûr, bah oui, Paternaliste. mais non, c'est porteur de leçons. Oui. Moi, ce que je constate aujourd'hui, aujourd'hui, on peut aussi être au premier degré. c'est que vous avez- Vous avez ce que les gens aiment. Oui, mais le premier degré, ça n'apporte pas grand-chose en vérité. Moi, ce que je constate, c'est que ce sont les programmes qui sont empreints à la fois d'une sorte de course au mérite, dans la bienveillance, qui fonctionnent aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez le concours Miss France, vous avez le concours The Voice. Pareil, je ne regarde pas, mais je regarde un peu de temps en temps pour voir The comment Voice, ça c'est marche. formidable à regarder en famille. Oui, mais voilà, spectacle familial, Voilà, c'est formidable mérite à regarder et bienveillance. Bien Donc sûr. ça, c'est ce qui est en écho aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui et que les candidats à l'élection présidentielle feraient bien intégrer. On peut aussi Pour certains d'entre prendre du plaisir à regarder ce que les autres regardent et, sans honte, même si dans ces petits milieux intellectuels que vous incarnez parfois, Bruno Roger-Petit, c'est comme si ces spectacles Pourquoi vous dites ça ? populaires... Non mais pourquoi vous dites ça ? Je dis ça Sur quoi vous vous basez pour me dire ça ? Je dis ça parce que parfois... Parce que là, dans ce que vous dites, il y a une sorte de mépris pour la chose intellectuelle. Mais pas du tout. Mais si, vous avez tout à bien fait. compris le mais non, second je degré comprends que j'y très bien qu'il mettais. y a une sorte de mépris pour la Mais chose pas du tout, vous intellectuelle. avez bien compris L'intellectuel coupé du monde, l'intellectuel qui fait partie d'une Non, c'est élite, pas du ça du système, tout. etc. Je trouve que Mais si, c'est ce parfois qu'il y a les gens c'est ce qu'il y a dans ont votre- honte. Non, c'est ce qu'il y a dans votre petite... C'est ce qu'il y a dans votre petite pique. Pas du tout. Je trouve que parfois les gens d'un certain niveau culturel et intellectuel ont honte, d'affirmer un plaisir, de dire je regarde la grande vadrouille. Je passe ma vie au Parc des Princes. Vous n'allez Oui, quand même mais pas c'est me dire que je suis c'est l'incarnation autre de chose. l'élite déconnectée. C'est autre chose, le Parc des Princes. Je suis avec Bon. le peuple, moi. Et vous n'y allez plus. Bruno Roger-Petit, sachez que j'aime quand vous êtes là, quoi qu'il arrive. Mais moi aussi, je suis toujours ravi de venir chez vous. C'est déjà demain. On commence par qui par les garçons. Geoffroy Lejeune.
C'est déjà demain. Moi, je vais continuer la lecture du prochain livre de Michel Onfray pour donner corps à la théorie de Bruno Roger Petit selon laquelle la droite catholique et la gauche radicale se rejoignent dans un même combat. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai lu un livre de lui, c'était l'année dernière. Il avait fait Le Miroir aux Alouettes que j'avais vraiment adoré. Là, c'est un exercice complètement différent. C'est le tome 2 de Cosmos qui était une somme et ça s'appelle Décadence, vie et mort du judéo-christianisme de Jésus à Ben Laden et je l'ai reçu cette semaine. Je continue. Donc, ça. week-end studieux. Ouais. C'est déjà demain, Bruno Roger Petit. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai vu Rogue One, qui est le nouveau Star Wars, mais qui n'est pas en fait un Star Wars, qui est une histoire Ça vous a détournée plu de Star Wars. Non, ça ne m'a pas plu. Et c'est déjà demain, c'était hier. Et je vais vous dire, si des gens ont envie de le voir, je vais leur dire pourquoi il ne faut pas aller le voir. Parce qu'en fait, on est loin de la mythologie fondatrice. Et le message politique est complètement effacé. Sophie Obadia, c'est déjà demain, 10 secondes. Alors moi je conseille aux Parisiens, mais aussi peut-être à ceux qui peuvent venir à Paris, d'aller voir l'exposition de Maurizio Cattelan à la Monnaie de Paris. Oui. C'est un artiste contemporain qui va réconcilier les gens avec l'art contemporain si jamais ils étaient fâchés avec lui. Philippe Diallo, on a parlé ici, c'était déjà son coup de cœur, mais c'est mais déjà parce que demain, je la connais semaine aussi passée. Philippe Diallo, nous avons les mêmes goûts et il a eu raison. Eugénie Bastier. Moi, je vais faire de l'autopromo pour la revue Limite. C'est une revue d'écologie intégrale, c'est un trimestriel auquel je participe. Et avant le 20 décembre, si vous vous abonnez, vous recevrez des petits cadeaux. Donc, abonnez-vous avant le 20 Est-ce décembre. qu'on a une tablette, un ordinateur? Non, des cadeaux spirituels. cher Bernard. Merci Non à matériels. tous, c'est un plaisir d'échanger, même si nous ne sommes pas d'accord. Bien évidemment, vous reviendrez lundi. Je crois que vous revenez mardi, Eugénie. Bien évidemment, c'est un plaisir de vous avoir autour de la table. Merci à Stéphanie Chardavoine, à Marine Lançon qui prépare cette émission. Merci à toute la régie également qui, toute la semaine, du lundi au vendredi, a réalisé cette heure des pros. L'info va se poursuivre sur iTélé.